Hauts-de-France, futur hub européen du fret décarboné. Merci de participer à cet échange. Je vais présenter les intervenants de notre table. Franck Grimont-Pré, vous êtes président fondateur de LOGS. Bonjour. Constance Maréchal Dereux, vous êtes directrice générale de France Logistique. Et Benoît Rocher, vous êtes directeur général du port de Boulogne-Calais. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous parlons de fret décarboné. La région Hauts-de-France est une région logistique. Constance Maréchal Dereux, vous avez une vision plus nationale puisque vous représentez une association qui n'est pas si ancienne puisqu'elle a été lancée en 2021, qui réunit les fédérations professionnelles et plus globalement tous les acteurs de la logistique. France Logistique, c'est né suite à un constat, une ambition de faire de la France une puissance logistique. Quels sont les défis aujourd'hui qu'on peut de la filière logistique en France et en Hauts-de-France? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Effectivement, j'aurais plutôt une vision nationale et je pense que mes voisins déclineront au niveau Hauts-de-France. Pour commencer, France Logistique a été créée effectivement dans cette idée de faire de la France un territoire leader en logistique, parce que la logistique, c'est un sujet, enfin fret et logistique, c'est un sujet un peu transverse, il y en a un peu partout, un peu tout. Nulle part, il y a de l'industrie, il y a du commerce, il y a du transport, mais il y a aussi de l'aménagement du territoire, des bâtiments, et donc c'est pas facile de s'en occuper. Et donc l'idée de France Logistique, c'était de porter en lien avec les pouvoirs publics le fait de s'en occuper. Et c'est vrai qu'on a un petit mot Hauts-de-France, on a tendance à s'inspirer des Hauts-de-France, qui était une région en avance peut-être par rapport au territoire logistique, qui a l'habitude justement de s'occuper du fret et de la logistique. Tout à fait, nous sommes un carrefour européen historiquement. Voilà, donc on essaye de porter au niveau national la même ambition logistique qu'à la région. Et les trois grands défis, et je détaillerai un tout petit peu, on détaillera après dans la table ronde le troisième, donc je ne les mets pas par ordre d'importance, c'est pour finir sur l'objet de la table ronde, c'est évidemment la compétitivité de la filière, s'assurer d'avoir une logistique compétitive performante au service de la performance de nos clients. Si on veut réindustrialiser la France, si on veut plus d'industrie, il faut en France, non seulement gérer la logistique des produits finis, mais toute celle des matières premières. Et donc, ça fait plus de logistique, etc., etc. Il y a vraiment l'importance d'avoir une logistique compétitive. Le deuxième grand défi, c'est le défi de l'emploi. Il y a près d'1,8 million d'emplois en France dans les activités fret et logistique, ce qui est majeur. Et la région, là aussi, l'a bien compris. Et on a plutôt des difficultés de recrutement parce que l'image du secteur n'est pas extraordinaire. Et donc, il faut collectivement qu'on améliore cette image pour continuer de recruter et en plus de l'image et du nombre, qu'on prépare les compétences de demain parce que comme toutes les filières, comme toutes les activités, on est un secteur qui se modernise, qui est très innovant et dont les compétences vont évoluer. Et enfin, évidemment, le principal défi, la décarbonation du secteur. Et je pense qu'on reviendra peut-être après sur les différents leviers. Voilà, les modes massifiés. On sait, cette transition énergétique, c'est vraiment l'un des principaux défis des années qui viennent. Alors justement, Franck Grimont-Pré, vous êtes président fondateur de LOGS, vous êtes spécialisé dans la vente de ces solutions logistiques. Vous êtes, dans votre actualité récente, vous vous êtes rapproché d'une autre entreprise familiale d'Éré pour aller plus loin, pour faire naître un acteur majeur dans le fret décarboné. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, le groupe LOGS a décidé d'ouvrir son capital et de partager ça avec des valeurs identiques, des valeurs familiales, et notamment avec les Derets à Orléans. Pourquoi ? Parce que si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, nous sommes deux acteurs qui avons pris très tôt conscience de ce que vous appelez aujourd'hui la décarbonisation. Nous, on dit plutôt le report modal avec, je dirais, une sensibilité importante à tout ce qui va être environnemental. J'en veux pour preuve, on a été chez Derets les premiers à utiliser des véhicules électriques en 2009 dans la ville. On a eu la confiance d'un grand donneur d'ordre en cosmétique, certes, mais il fallait le faire. Nous avons été les premiers. Chez LOGS, on a été les premiers dès 2004 à croire au report modal dans le fluvial.
Et le ferroviaire, avec le triste constat qu'en 2002, on faisait 122 wagons sur un site multimodal à Valenciennes. En 2003, on en faisait 53. Et en 2004, 4. Et depuis, on en fait 0. Donc, on était très tôt utilisateurs donc, du fluvial et beaucoup moins du ferroviaire. Mais tout ça en construisant une offre qui doit être au bon endroit et au bon endroit avec des facilités d'utilisation d'autre chose que le camion. Et alors, me concernant, étant petit-fils de transporteur, ça n'a pas été simple en famille au départ, mais bien évidemment, je pense que l'histoire est en train de donner raison à ceux qui ne sont pas toujours d'accord, même en famille. Alors, vous avez maillé le territoire, hein, c'est 50 plateformes en France, 25 plateformes au nord de Paris. Il y a quand même ce maillage du territoire qui participe à la décarbonation. Et effectivement, chez vous, le décarboné, ça se fait depuis déjà pas mal d'années. Benoît Rocher, vous êtes directeur général du port de Boulogne-Calais. Vous êtes l'infrastructure, mais vous êtes au centre du trafic. Vous voyez passer ce trafic vers l'Angleterre. Vous voyez les ferries qui se décarbonent, qui emportent toujours plus de chargements. On voit aussi les autoroutes ferroviaires vers le sud. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le paysage du fret décarboné, des solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui? Oui, donc tout d'abord déjà rappeler qu'un port, c'est un outil de souveraineté. Hein. Le thème général de la matinée, c'est vraiment la souveraineté. On s'en est rendu compte encore récemment avec les échanges de participation sur un terminal de conteneurs à Hambourg. Hein. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'économie puissante s'il n'y a pas des ports qui sont efficients. Et un port efficient, c'est un port qui propose des services. Donc il y a évidemment d'abord la notion d'infrastructure. Alors l'infrastructure, moi j'ai de la chance à Calais parce qu'on a un port qui est neuf. On a un nouveau port qui est ouvert l'année dernière. Calais Port 2015 avec... Et heureusement qu'il a été ouvert. Il est très clair. Je ne partage pas encore les cauchemars de Monsieur Bouzou, mais il est clair qu'on ne pourrait pas recommencer aujourd'hui les travaux qui ont été faits. On n'obtiendrait jamais les autorisations administratives. Voilà. Donc heureusement, ça a été fait. Calais voilà, ouais. C'est dimensionné pour accueillir des ferries de plus grande capacité. Donc il y a la notion d'infrastructure et puis il y a évidemment tous les services qui sont associés. Il faut que le trafic puisse s'écouler simplement. Il faut que les formalités douanières puissent être réalisées dans des temps records. Tout à l'heure, il a été question d'innovation. Évidemment, ça a été absolument fondamental. Vous savez qu'on a été marqué à Calais par un tout petit changement qui s'appelle le Brexit. Hein. Avant, le Royaume-Uni faisait partie du marché commun. À partir du moment où le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, eh bien, il y avait absolument une nécessité de produire des déclarations en douane au passage de la frontière. Quand vous avez 7000 poids lourds par jour, si ce n'est pas traité en un temps record, vous bloquez tout le système. Bon. Donc l'innovation a permis de franchir cette haie. Donc une infrastructure, des services, et maintenant, ce qui devient également très important, c'est une infrastructure qui soit décarbonée. Voilà. Alors on n'y est pas encore. Quelques ordres de grandeur, Calais sont 10 ferries qui peuvent faire chacun jusqu'à 10 traversées par jour. Voilà, un ferry, ce n'est pas un moteur de voiture, donc vous pouvez imaginer quelles sont les tonnes de carbone et d'autres polluants qui sont émis dans l'atmosphère pour la partie maritime. Et puis pour la partie terrestre, nous avons jusqu'à 7000 poids lourds par jour. Donc là, ça fait aussi quelques litres de diesel qui sont brûlés. Donc on est atteint à Calais, mais partout ailleurs. Il a été beaucoup question de Dunkerque, qui est premier en France et qui fait partie des premiers en Europe. On est atteint de carbonisme, c'est-à-dire de dépendance maladive au carbone. Voilà. Mais, alors évidemment, c'est grave, mais le bon côté des choses, c'est qu'on en a conscience et qu'on se soigne. Ça évolue. Alors, comment est-ce qu'on se soigne ? Ça évolue avec le report modal, notamment le train. Voilà, alors on se soigne avec du report modal, et tout à l'heure ça a été rappelé lors de la précédente table ronde, le facteur essentiel, c'est le facteur prix. Et maintenant, en réalité, les clients commencent à dire, d'accord, mais... Et quel est l'impact carbone ? Voilà. Sur un marché qui est globalement stable du transmanche, le train va faire cette année plus que 50% de hausse. C'est quand même pas totalement négligeable. Voilà. Alors certes, il partait d'une part modale faible, mais on sent qu'il y a une réelle dynamique en faveur du train. Après, il y aura d'autres questions. Il y a le facteur prix et la pénurie de conducteurs aussi, oui, sur le non accompagné. Oui, mais plus que ça, parce que là, après tout, on pourrait se dire, il suffit de recruter des chauffeurs et le problème, on va revenir à la situation antérieure. Non, parce qu'il y a cette préoccupation majeure des entreprises de verdir leur chaîne de transport, leur chaîne logistique, et de pouvoir présenter des bilans aux clients et aux actionnaires qui soient différents du tout carbone. Donc pour la partie effectivement terrestre,
un des moyens, c'est le report modal sur des modes de transport qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et concernant la partie maritime, eh bien, il y a là encore, on est sur de l'innovation, donc des travaux extrêmement intenses. Le transport maritime a mis peut-être un petit peu de temps à se réveiller, hein, mais je peux vous garantir que désormais, la transition est en cours. Et qu'est-ce qui peut diriger les entreprises? Qu'est-ce qui les incite à changer? Il a été question tout à l'heure de l'industrie automobile. Très clairement, là, ça a été les normes. Voilà. Fin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on y va tout droit. Fin des moteurs à combustion sur les voitures neuves en 2035. Je précise que pour le Royaume-Uni, c'est 2030. Hein. Voilà. Donc, pour le vecteur de changement, ça peut être normatif. Le deuxième vecteur, c'est clair, c'est signal prix. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place au niveau du transport maritime, avec des cotations des bateaux, un petit peu comme... Ce sont les entreprises qui... A, B, C, D, F, G, voilà, et ils seront demandés tous les ans des programmes d'amélioration. Donc l'innovation est extrêmement puissante dans le transport maritime. Quand on interroge les armateurs, ils ne sont pas d'accord sur le carburant du futur. La seule chose qui les réunit, c'est qu'il y aura plusieurs carburants. Il y aura un mix énergétique. Et en fonction du type de rotation, il va également y avoir le retour de la marine à voile. Alors ça ne va pas être la marine à voile de Louis XIV, bien entendu. Hein, tout ça va être automatisé, assisté par ordinateur. Et le but, ce sera quoi? Ce sera de faire preuve de sobriété, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Mais la clé, déjà, ça va être la sobriété. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, le représentant Total nous disait que l'objectif, c'était de fournir de l'énergie en quantité suffisante à des prix raisonnables et décarbonés. La quantité suffisante, bon... Ça, effectivement, c'est voilà, du point de vue... Il va falloir faire très attention parce que... maritime, quelle nouvelle énergie. Exactement. Il y a plusieurs carburants qui vont être de synthèse. Hein. Les carburants du futur seront verts et leur base va être l'hydrogène vert. Très bien. Donc ça va être du carburant de synthèse. Beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher à produire. Est-ce qu'on sera en mesure d'en produire suffisamment pour répondre aux besoins de l'industrie? Oui, parce que les besoins de l'industrie seront revus à la baisse. Très clairement. Donc, l'innovation en ce moment dans le monde maritime, c'est le travail sur la sobriété, notamment les travails de carène, de taille de bateau, de technologie à bord. Et puis évidemment, ça porte sur le développement de groupes motopropulseurs qui fonctionnent autrement qu'avec un hydrocarbure classique. Après, les chargeurs, elles s'adaptent aussi à la demande des chargeurs. Vous me parliez de plus de 75% de remorques ferroviaires. Sur le mois d'octobre, effectivement, on a fait plus 75%. Vous voyez, c'est la crise, c'est la guerre en Ukraine. 55% depuis le début de l'année. Donc on voit qu'il y a du report vers le ferroviaire. Constance Maréchal-Dereux, vous, France Logistique, comment devrait évoluer la part du ferroviaire et du fluvial? Vous voyez, vous, les organisations s'adapter à cette demande des chargeurs? Oui, alors peut-être juste pour revenir, parce que je n'ai pas fait une introduction sur les leviers de décarbonation, il y aura évidemment le ferroviaire, mais peut-être aussi pour réagir sur le titre de la table ronde qui était le fret décarboné. J'aurais tendance à dire que si on veut la vision globale, il faut vraiment réfléchir à l'échelle des chaînes logistiques dans leur ensemble, parce que le mot fret, parfois on pense uniquement en mode de transport, mais vous allez voir, parce que pour moi, il y a 4 grands leviers de décarbonation des chaînes logistiques. Le premier, qui a été évoqué par mon voisin, qui est la sobriété, et peut-être plus largement sur la manière dont la demande de transport, la demande logistique est effectuée par les chargeurs. Alors, on y pense souvent quand on parle e-commerce, ça tout le monde l'a en tête, que la façon dont on commande en ligne, ça va peut-être ça va permettre aux logisticiens plus ou moins d'optimiser. Mais en fait, c'est exactement la même chose aussi pour les chargeurs entreprises, industriels, en fonction de si l'usine elle est livrée 3 fois par jour, 1 fois par jour, 1 fois par semaine, évidemment où on achète les pièces, ça fait pas la même logistique à effectuer. C'est donc toute la complexité de la supply chain. Tout à fait. Donc il y a vraiment toute la première partie qui est la façon dont la demande est faite. Il y a et donc là c'est lié aux tonnes, entre guillemets, à transporter. Il y a tout un enjeu aussi qui est lié au nombre de kilomètres à effectuer pour apporter ces produits. Et là, c'est pour ça que sur le mot fret, je tique un tout petit peu, c'est l'endroit où on met les stocks. Parce qu'en fonction de si on arrive à rapprocher les lieux de stockage, les entrepôts, pour ne pas les nommer, des bassins de production ou des bassins de consommation, ça va permettre de réduire le nombre de kilomètres à effectuer pour approvisionner ou distribuer des produits. Donc l'enjeu de la localisation et des fonciers qui a
beaucoup été déjà évoqué depuis ce matin sur d'autres tables, et est crucial pour la logistique. Le troisième levier, c'est effectivement les modes massifiés, le fer et le fleuve. Et le quatrième, que je ne dévoilerai peut-être pas, c'est la motorisation. Une fois qu'on a choisi le mode de transport, essayer de passer de fossiles à... alors c'est effectivement un mix énergétique, parce que c'est encore pas clair, et plus les véhicules sont gros, moins c'est clair sur ce que sera en 2050, entre les batteries, l'hydrogène, le biogaz, les biocarburants, les bio, tout ce qu'on veut, etc. Et sur le troisième, sur le fer et le fleuve, effectivement, on sent un vrai engouement des chargeurs, une demande qui est là, alors qui compte bien de maintenir en maintenant les aides au fonctionnement qui existent. Mais maintenant, on se dit, peut-être que la difficulté à l'avenir, une fois qu'on a maintenu cette demande élevée, ça sera plutôt sur l'offre de transport, avec, encore une fois, peut-être deux enjeux différents. Sur le fluvial, et j'y reviens, c'est un peu mon dada, il faut trouver du foncier en bord à voie d'eau, parce que les bateaux, c'est bien d'avoir les bateaux, mais il faut pouvoir les charger et les décharger. Et c'est par exemple très bien que dans le cadre du canal Seine-Nord, non seulement on réfléchit au trajet du canal, il faut que l'eau passe, il faut que les bateaux passent, mais les plateformes, voilà, pour pouvoir charger et décharger les bateaux. Parce que si on n'y a pas réfléchi, ça ne marche pas très bien. Par exemple, quand on veut développer le fluvial en ville, il faut accepter que dans les quais où on a tendance à se promener, à vouloir aller faire les pique-niques le week-end, il faut aussi des endroits pour charger et décharger les bateaux. C'est toute la réflexion autour du canal Seine-Nord que la région mène pour justement implanter les plateformes et essayer de massifier. Et alors, je vois Franck Grimont-Pré qui veut parler. Sur le ferroviaire, un tout petit mot, et après je laisse à M. Grimont-Pré. Effectivement, la demande, elle est là, c'est très bien. L'enjeu, ça va être assez rapidement la disponibilité des sillons. Parce qu'on ne peut pas faire passer au même moment deux trains, un train de voyageurs, un train de marchandises. Et aujourd'hui, les réseaux sont plutôt bien saturés et on a du mal à trouver des créneaux de temps pour faire passer nos trains de marchandises. Il aurait fallu inviter SNCF Réseau. Oui, et peut-être, voilà, quand on voit les annonces qui sont très très bien pour plein d'autres raisons de RER métropolitain, etc., on se dit, nous, on va avoir peut-être encore plus de mal à faire passer nos trains de marchandises. Donc voilà, sur le ferroviaire, le sujet, ça sera sûrement le sillon à l'avenir. Alors Franck Grimont-Pré, vous entendez beaucoup de modes massifiés, de report modal, mais il y a quand même une part incompressible du camion, puisque on a un citoyen qui veut pas polluer la planète, mais il veut quand même avoir son colis le plus rapidement possible. Et si c'est ou au moins maintenant, avec un rendez-vous fixé. Non, je pense que vous avez raison. Il faut être au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir déployer le bon schéma de la supply chain. Hein, vous l'avez évoqué, je ne vais pas le répéter, mais ça c'est quand même une vraie donnée pour parler de décarbonisation. Sinon, on va en mettre excentré, on va faire des tonnes de kilomètres et on n'ira pas dans le sens de l'enjeu pour notre planète. Donc ça, c'est le premier point, effectivement, au bon endroit. Ensuite, il faut avoir le tissu économique, parce que je ne me vois pas échanger avec des grands donneurs d'ordre, il y en a dans la salle, et leur dire, écoutez, il faut se positionner ailleurs qu'au barycentre de vos clients ou de vos fournisseurs. C'est tellement évident. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, je suis content qu'il y ait un constat national qui soit réveillé sur, pas par vous, madame, mais par d'autres, sur le focus Hauts-de-France. Parce que, pour expliquer simplement les choses, pour vous desservir tous les jours, on est vraiment au barycentre de 85 millions de consommateurs. Et comment fonctionne le transport interrégion européenne, donc pan-européen, fonctionne avec des temps de conduite de véhicules qui soient, bien évidemment, le plus décarbonés possible, mais avec des systèmes de temps de conduite et de hub, de façon à permettre les délais qui sont ceux que le consommateur final exige. Et la région a beaucoup d'infrastructures. Et la région a beaucoup d'infrastructures routières. Elle a d'abord son range portuaire dont on a parlé, table ronde précédente, Dunkerque. On entend parler de Calais-Boulogne. On a comment dire, les ports belges. Le range belge, nos voisins et amis. On a quand même ce premier élément. Le deuxième, les infrastructures routières qui demeureront. Les faisceaux, vous venez d'en parler pour l'instant sur une belle plateforme régionale. On en a 7. J'ai toujours pas compris pourquoi on n'utilisait pas la nuit les faisceaux TGV, mais je pense qu'on sait le faire pour la Poste, on le fera bientôt pour d'autres marchandises, c'est-à-dire la marchandise des consommateurs de tous les jours. Et on a également quelque chose de formidable dans notre région, vous l'avez cité, ça fait 18 ans qu'on en parle du canal Seine-Nord Europe chez nous. On a créé même un groupement d'entreprises régionales d'intérêt fluvial. Avec la Chambre de commerce maintenant et l'ensemble des ports, on a créé Norlink, avec la région qui nous pilote pour faire un projet tous ensemble. Et alors vous parliez de plateformes, elles existeront les plateformes.
il n'y a pas d'hésitation. On ne va pas regarder les bateaux passer, ça s'appelle du tourisme, on parle d'économie aujourd'hui, respect au tourisme bien évidemment, mais pour nos entreprises, on a besoin de ces plateformes, qu'elles soient au bon endroit. Je pense que dans l'ensemble des Hauts-de-France, elles seront au bon endroit, les quatre désignés. Donc soyons très rassurés là-dessus. Je répète, au bon endroit, ensuite des infrastructures qui existent, et ensuite il va falloir qu'on soit dans l'investissement. Je pense qu'on doit passer des messages à l'ensemble de nos élus, faciliter les investissements de nos entreprises pour pouvoir accompagner les donneurs d'ordre dans cette décarbonisation vous avez employé le terme du matériel. Oui, c'est important parce qu'on aura toujours besoin d'un camion décarboné pour faire une livraison. Et si je devais prendre un exemple, rappelons-nous, aujourd'hui on parle d'énergie, à ma connaissance, il y a seuls 3 produits qui n'ont pas besoin d'un véhicule roulant. L'eau, le gaz, l'électricité. Ils ont leur propre réseau. Le reste, vous avez toujours besoin d'un véhicule. Tout à fait. On aura toujours effectivement besoin d'un camion. Et donc ce canal Seine-Nord, d'un point de vue national, parce que donc du coup le port de Boulogne-Calais est concerné aussi, mais en tout cas la France est concernée. Constance, vous du coup, comment on voit l'arrivée de ce canal Seine-Nord ? Quelles sont les attentes ? Est-ce que vous, de votre point de vue de fédération on attend ce canal avec impatience. 2028. Oui, côté acteur privé, mais M. Grémont-Pré l'a dit, c'est un outil de plus pour permettre de décarboner la logistique en facilitant l'usage du fluvial pour toutes les Hauts-de-France. Donc, il y a d'autres investissements, pas tout à fait du même type, mais enfin dans d'autres régions qui doivent permettre de faciliter les transports décarbonés. Et celui-ci en fait partie. Et donc, effectivement, le monde des clients, enfin que ce soit les organisateurs de transport, les logisticiens ou les chargeurs, l'attendent avec impatience. Et peut-être je voudrais rebondir, parce que je donne l'impression, j'ai parlé peut-être plutôt des autres modes, qu'effectivement il faut qu'on s'occupe aussi, c'est moins l'enjeu de cette table ronde, et ça a déjà été dit par d'autres, du camion propre, et on s'en occupe, mais c'est vrai que c'est la voiture non fossile, c'est déjà pas assez simple, mais plus le véhicule est gros, il a besoin d'autonomie, plus c'est difficile. Donc alors, autour de la table ont été bien mis ensemble les transporteurs, les constructeurs et les énergéticiens pour essayer d'identifier les solutions. On n'a pas encore tout trouvé, mais on continue de travailler et on est tous très conscients et tous très engagés. Donc c'est positif, mais comme ça a été dit, à ce stade, surtout pour les gros véhicules qui font des grandes distances, toutes les solutions ont des grosses contraintes, donc il faut qu'on continue de travailler. Mais on y arrivera aussi, comme on avait parlé des autres modes, je voulais dire un petit mot de camion. Ça prendra un tout petit peu de temps a priori. Il y a les bateaux aussi qui deviennent qui s'électrifient, oui, deviennent hybrides. Il y a quelques nouveautés quand même. 2023 va être une année chargée en effet pour le ferry, puisque nous avons eu un des 3 armateurs de Calais qui va mettre en service un nouveau gros bateau donc de 235 mètres qui sera hybride, donc diesel électrique. L'avantage, c'est qu'il sera, je ne vais pas rentrer dans le détail des caractéristiques techniques, mais il sera beaucoup plus efficient. Je parlais de sobriété tout à l'heure, donc on est vraiment dedans. Et puis, diesel, il suffit je caricature, mais vous changez les injecteurs et puis vous brûlez un autre type de carburant qui peut être un carburant vert, ou vous changez le pack batterie, vous en mettez un plus gros et vous avez un bateau électrique. Voilà. Donc, c'est le bateau du futur proche, puisqu'il est déjà construit. Il arrive en avril. Et puis en 2023 également, nous tiendrons au mois de mars, nous ferons un séminaire sur le batterie du futur, mais là de la génération d'après, qui est en cours de design, de définition, avec la particularité sur Calais Douvres, qui est que nous avons une route courte et donc qui autorise peut-être des choix technologiques qui ne pourraient pas être mis en œuvre sur des routes beaucoup plus longues. Et là, on pense tout de suite au bateau qui pourrait être un bateau électrique, avec un impact évidemment zéro carbone. Et donc vous préparez aussi à pouvoir... On se prépare à aller voir nos collègues d'Enedis, de RTE, pour leur demander de faire en sorte qu'on ait un tuyau suffisamment gros qui arrive au port de Calais pour pouvoir alimenter les bateaux du futur, donc qui ne seront pas les futurs là en 2023, mais qui seront designés en 2023-24 avec un objectif de mise en service en 2030, c'est-à-dire le ferry zéro carbone en 2030. On y arrive. Le fret décarboné, il est là, il est demain. Merci beaucoup à vous pour les échanges. La région a déjà beaucoup d'atouts. Merci à vous.